Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde dédiée à un thème assez original et un petit peu à contre-pied, ce qu'on doit aux microbes. Alors, invisibles, menaçants, on les perçoit à juste titre comme des ennemis à abattre. Ils sont par exemple responsables des plus affreuses pandémies de l'histoire, comme la peste noire, la grippe de 1918, la variole ou bien encore le sida, mais aussi de maladies beaucoup plus bénignes. Et en science-fiction, on leur doit pas mal d'histoires fascinantes. On peut citer les incontournables pandémies, les zombies, les guerres bactériologiques. Dans ces récits, les virus et les bactéries sont les fléaux principaux, mais les champignons ne sont pas en reste, comme dans The Last of Us ou dans Celle qui a tous les dons. Les microbes nous ont aussi apporté des histoires d'invasions extraterrestres ratées, d'hybridation de l'ADN, d'accélération de l'évolution humaine, ou au contraire de rétropédalage, avec un retour à l'état d'Homo erectus, ou même des histoires de rires épidémiques mortels. Dans ces récits, les microbes viennent de l'espace, du permafrost ou d'animaux. Parfois, on n'arrive pas à identifier la provenance, parfois ils ont été créés dans un laboratoire. Mais au-delà de ces histoires, les microbes ont un rôle plus complexe. Ils représentent la majeure partie du monde vivant, et on les retrouve dans tous les écosystèmes, même les plus hostiles, comme les fonds des océans. On a beaucoup à apprendre d'eux, et on verra qu'ils nous ont inspirés jusque dans les laboratoires. Alors nous allons plonger dans le monde de l'infiniment petit. Nous allons scruter les microbes à travers les prismes scientifiques et fictionnels avec nos trois intervenants. Alors, juste à côté de moi, Pierre Kerner. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Cité et à l'Institut Jacques Monod, dans l'équipe Cellules souches, Développement et Évolution. Depuis 15 ans, vous animez, on l'a vu passer, le blog Strange Stuff and Funky Things, qui présente des événements étranges et des choses souvent peu ragoûtantes, autour de la biologie notamment. Et vous êtes investi dans la communauté des vulgarisateurs scientifiques francophones du Café des Sciences, dont on a une petite partie juste ici. Vous êtes l'auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur la nature, la biologie évolutive du développement, les parasites et la préhistoire. Alors je fais un petit disclaimer parce qu'on a coécrit celui sur la préhistoire. Nicolas Rascovan, vous êtes un biologiste argentin spécialisé en génomique et métagénomique. Vous dirigez l'équipe de recherche paléogénomique microbienne au sein de l'Institut Pasteur à Paris. Et vous intéressez à l'utilisation de la paléogénomique pour étudier l'histoire et l'évolution des maladies infectieuses, telles que la peste, la lèpre et la tuberculose. Votre article de 2018 sur la découverte en Suède d'une ancienne souche de peste vieille de 4900 ans a été particulièrement médiatisé. Et vous êtes passionné de science-fiction et d'histoire de voyage dans le temps. Adrian Tchaïkovsky, vous êtes romancier britannique, très prolifique, de fantasy, d'horreur et de science-fiction. Votre roman... Oui, bravo. Votre roman Dans la toile du temps, publié en France chez De Noël, a obtenu le prix Arthur C. Clarke. Et sa suite, Dans les profondeurs du temps, a reçu le prix British Science Fiction du meilleur roman. Vous avez également fait partie de la sélection des prix Hugo, Locus et Planète SF. Cette année, vous avez été inscrit comme meilleur auteur sur le Hall of Fame de la Société européenne de science-fiction et récompensé en tant qu'auteur international le plus populaire au 35e Galaxy Award en Chine. C'est tout récent. Parmi vos nombreuses œuvres, on peut citer aussi Chien de guerre, publié chez De Noël. Et plus récemment, vous avez travaillé en tant que scénariste sur l'adaptation cinématographique des nouvelles de Stanislas Lem. Alors, que nous apprennent les microbes sur nous-mêmes, sur notre évolution, et pourquoi pas sur notre avenir et celle d'autres espèces? On a 1 heure pour tenter de répondre à ces questions. Donc, comme j'ai les chercheurs sous la main, oui, 1 heure, c'est un peu court, mais bon, on va essayer. Comme nous avons des chercheurs sous la main, on ne peut pas échapper à petit passage des définitions. Pour partir sur de bons rails, donc Pierre, je voudrais savoir en fait qu'est-ce qu'on entend par le terme microbe. Très bien. Microbe, c'est véritablement un terme qui permet de désigner des organismes qui sont trop petits pour être observés à l'œil nu et donc qui nécessitent un microscope pour être vus. Moi j'aime beaucoup l'étymologie, donc on va en faire un tout petit peu. C'est un terme qui a été inventé par Charles-Emmanuel Sédillot en 1878, tout simplement parce qu'il voulait recouvrir tout un panel d'organismes qui étaient trop petits, en effet, pour être désignés. Et donc il a utilisé micro, ce qui veut dire petit, en grec, on adore le grec en sciences, et bio, ce qui veut dire la vie, donc c'est la vie petite, la vie trop petite pour être vue. Et en fait, c'était la conséquence des découvertes réalisées par Pasteur, donc justement un clin d'œil à l'Institut de Nicolas, qui permettait en fait
de démontrer que certains agents qui se trouvaient dans l'atmosphère étaient capables de fermentation. C'est ça les premiers travaux de Pasteur, au-delà de la vaccination, c'est de s'apercevoir qu'il y avait des micro-organismes responsables de la fermentation. Et donc, Charles-Emmanuel Sédillot a donné ce terme de microbe à tout un panel, finalement, de phénomènes qu'on doit aux microbes. Alors j'ai fait une petite liste de ce qu'on pouvait voir. Le terme microbe, il a été justement ensuite validé en 1886. Et avant, on leur donnait une myriade de noms poétiques. Il y avait microzoaires, microphytes, micrococci, microzymas, bactéries, bactéridie, vibrions, microdermes, ferments, monades, animalcules, corpuscules, torules, infusoires, spores. Tout un panel en fait de termes qui a été recouvert sous le terme de microbe. Tu as fait transpirer la personne à la traduction, je pense. Je peux répéter lentement si vous voulez. Alors Nicolas, dans cette table ronde, parmi les microbes, on va parler de virus notamment, et on en a vu passer, on a vu passer quelques œuvres là sur le diapo qui parlent de virus. Il y a également un virus, on y reviendra juste après dans le livre d'Adrienne. Pourquoi j'ai noté bactéries? Non, on va parler de virus. Et j'aurais aimé savoir, en fait, oui, virus ou bactéries, en tout cas, quelles sont leurs particularités à ces microbes? Oui, en fait, je réponds sur la définition que Pierre vient de donner, en fait, parce que sur les termes microbes, on va regrouper tout type de formes de vie petites qu'on ne peut pas voir avec les yeux nus, mais il est énormément divers. Et il y a des façons, en fait, des types de vie qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En fait, donc, quand on parle de virus et bactéries, c'est vrai que dans l'imaginaire populaire, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Les principes biologiques derrière une bactérie et un virus n'ont rien à voir. Le virus est par définition un parasite. Et c'est pas... Bon, en fait, il y a une discussion philosophique sur si un virus est un être vivant ou pas. Et après, on peut rebondir, on peut revenir sur cette question plus tard. Mais un virus, c'est une particule où il y a un ADN ou un ARN, en fait, où il y a vraiment l'information génétique. Et il y a des protéines qui accompagnent, mais ça forme une particule, mais qui est complètement dépendante d'une cellule hôte. Une bactérie est une cellule, et donc dans tous les sens, c'est un être vivant. Où il y a tout un métabolisme, il y a toute une complexité du vivant en fait, qui se met en place. Donc les bactéries et les virus déjà sont deux choses complètement différentes. Parmi les bactéries, ou parmi les virus et parmi les microbes, dans l'imaginaire populaire, et depuis en fait, la découverte de Louis Pasteur et plusieurs chercheurs à l'époque, dans le 19e siècle, il avait cette idée, en fait, cette découverte que les microbes étaient la cause des maladies infectieuses. Et depuis là, dans l'imaginaire, on a resté toujours avec l'idée qu'un microbe, c'est quelque chose de pathogénique, quelque chose de mauvais pour la santé, quelque chose qui nous fait mal. Et aujourd'hui, on vit dans une période très intéressante parce que dans les dernières décennies, on parle vraiment de 10 ans, donc on est vraiment dans le futur, on est en train de découvrir que la diversité microbienne est beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Et donc les microbes pathogéniques restent une exception où il y a, en fait, aujourd'hui on connaît 1400 espèces microbiennes qui peuvent produire une maladie infectieuse et on estime avoir 10 à la 10, ou entre 10 à la 10 et 10 à la 12 fois d'espèces. Parfois, puissance 10, c'est ça? Oui, 10 à la 10, 10 plus 10, oui, nombre d'espèces sur la Terre. Donc c'est-à-dire que les microbes pathogéniques reste une exception dans le monde du vivant et pas vraiment la règle. Merci. Alors pour clore le petit moment définition, on a vu passer donc 2 films que j'ai cités aussi autour plutôt des champignons cette fois-ci. Est-ce que Pierre, tu peux nous dire en 2 mots, nous parler en tout cas du champignon Cordyceps, qui est celui qui apparaît dans The Last of Us et dans Celle qui a tous les dons? Oui, donc comme la saison 2 va bientôt... Elle est déjà sortie là ou je sais pas non. Bon, bref. Donc The Last of Us, c'est d'abord un jeu vidéo et puis après une série animée, enfin pas animée, pas du tout, rien à voir. Une série live de films comment on dit cinématographiquement très très poussé, mais qui nous montre un peu le devenir de l'humanité après une infection par des champignons.
Et ces champignons sont inspirés d'un champignon qui s'appelle Cordyceps. C'est en fait un genre de différents champignons dits entomopathogènes. Ça veut dire qu'ils attaquent les insectes. Entomo, c'est insectes. Plus largement, à vrai dire, les arthropodes, ils leur sont spécifiques. Et ils ont comme capacité de manipuler le comportement de ces organismes pour pouvoir promouvoir leur propagation dans l'environnement, ce qui pose énormément de questions en se demandant est-ce qu'il pourrait y avoir des espèces de champignons qui ont exactement le même mode de fonctionnement chez nous. Ces champignons, pour l'instant, il n'y en a pas qui manipulent notre comportement. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des virus et des bactéries qui sont capables de le faire. Donc vous ne vous ressentez pas en sécurité parce que des champignons comme Last of Us ne nous atteignent pas. Si vous avez déjà par exemple vu le fonctionnement du virus de la rage, vous avez typiquement un virus, donc pratiquement la plus petite particule à la limite du vivant et qui est totalement capable de prendre contrôle du comportement d'un organisme comme l'être humain. Voilà. Bon, alors je vous rassure, la suite de la table ronde sera plutôt justement sur ce qu'on doit aux microbes et des choses un petit peu plus positives. Alors, Adrienne, je me tourne vers vous. Dans votre livre « Dans la toile du temps », dans votre livre, vous avez imaginé un nanovirus d'élévation. Alors, c'est la traduction française. Hein. Un virus conçu pour être envoyé sur une planète nouvellement terraformée, en même temps que des singes, afin d'orienter et accélérer l'évolution de ces singes. Alors, je propose juste une courte lecture d'un tout petit extrait de votre livre et je vous poserai une question juste après. Le virus constituait une création vraiment impressionnante. La descendance des primates infectés bénéficierait de diverses mutations, un cerveau plus gros et plus complexe, un corps plus grand pour l'accueillir, des comportements moins rigides, une compréhension plus rapide. Le virus reconnaîtrait la présence de l'infection chez d'autres individus de la même espèce afin de favoriser une reproduction sélective, les meilleurs singes engendrant des enfants encore supérieurs. Le micro-organisme interagirait profondément avec le génome de l'hôte, se répliquerait dans ses cellules comme une nouvelle organelle et se transmettrait aux descendants de cet hôte jusqu'à ce que l'espèce entière soit touchée par la contagion bienveillante. Quelles que soient les modifications subies par les singes, le virus réagirait en s'adaptant au génome auquel il serait associé pour l'analyser, le modéliser et l'améliorer grâce à son héritage, jusqu'à produire une créature capable de regarder son créateur droit dans les yeux et de comprendre la situation. Alors, petit spoiler, ce ne sont pas les singes qui vont bénéficier de ce virus, mais d'autres animaux, dont les araignées. Je vous ai épargné, enfin s'il y a 2 petites araignées dessinées, je vous ai épargné les photos de l'espèce d'araignée qui est dans le livre. Alors j'ai vraiment apprécié d'ailleurs les passages à ce sujet où on voit la conscience qui apparaît chez ces araignées et une forme d'intelligence assez inédite. Donc voilà, on les voit un petit peu. J'ai pas voulu faire pire pour les arachnophobes. Donc Adrienne, je voulais savoir qu'est-ce qui fait des microbes et des virus de bons artefacts de science-fiction? Et est-ce que vous avez des œuvres favorites à ce sujet? Yes, I mean, it's always seemed to me that there's an entire area of science that we have kind of missed out on so far because we have this idea of as microbes as an entirely negative thing, much like we have spiders for that matter. One of the examples in the real world, for example, is around the same time we were starting developing antibiotics, there was an alternative path that science was looking at, which is using bacteriophage viruses as a bacterial control method. And I suspect people are looking at that pretty hard now because we're getting a lot of antibiotic resistant bacteria. And so we need alternate ways to deal with infection now that the ways we've been reliant on. The mic closer to... Oh, I do beg your pardon. Sorry. Yes, so I was just saying, there was, at the time we were developing antibiotics, there was a viral alternative that was being looked at, and I suspect it's being looked at again. So using microbes to control microbes, although obviously microbes of a very different order. Et donc en science-fiction, cette image du microbe, du virus ou de la bactérie, qu'est-ce qui en fait un bon artefact en science-fiction? En quoi c'est intéressant, des histoires qui sont basées sur ces microbes, selon vous?
I think there are many ways. I mean, I've got a character in one of my books which is basically a colony bacteria, essentially, that is complex enough in its interrelations that it has a kind of sentience, but most importantly is able to store information from its environment so that it can kind of uplift itself to human levels once it's encountered humans. And that's kind of terrible for the humans involved at the beginning, admittedly, but it becomes a nice thing later, I assure you. But also we've got, there's the possibility of using bacteria as a vector to genetically engineer people on the fly, because bacteria are very good at trading genetic information. So you could use an infection to alter a human population to give people new abilities or resistances, or just really to edit our genome in real time through bacterial agents. And I say that, and it does sound like it could also be a terrible thing, but one can write a book where this is being used in a benign fashion. On va notamment parler vers la fin de la table ronde de CRISPR-Cas9, on y reviendra, mais sur l'édition du génome en particulier. On va y revenir. Alors justement, vous avez cité, je crois, alors je ne l'ai pas lu, mais votre livre Alien Clé, quand vous parlez de bactéries, parce que vous avez à la fois traité d'un nanovirus dans un de vos livres et d'un autre micro-organisme dans Alien Clé. Je voulais savoir en fait comment vous avez imaginé l'un ou l'autre, si vous avez envie de parler des deux, ou en tout cas le virus de votre histoire. Are we talking about the uplift virus or the virus that's le virus, oui. Yep, the uplift one. So, embarrassing truth on that one, the virus in the book exists as a bit of a hand-wavy piece of science because I needed an excuse for evolution to work far faster than it normally would do. So the evolution of the spider species in Children of Time follows what I think is a reasonable path, but it happens basically over thousands of years rather than hundreds of millions of years. And to do that, I needed some sort of scientific MacGuffin that made those time periods reasonable, because otherwise the book wouldn't have made a great deal of sense with that with million-year gaps. So I'm afraid that's where the virus in the book comes from. C'est souvent une bonne réponse quand on est auteur de science-fiction et qu'on a besoin d'un moyen. Alors, je me retourne vers toi, Pierre. Donc, en revenir au titre de cette table ronde, ce qu'on doit aux microbes, parce que là, on a parlé, on a abordé un peu des deux côtés, positif et négatif. Mais sur le côté positif, sur ce qu'on leur doit, en tout premier lieu, on leur doit l'énergie. Enfin, en tout cas, on a parlé de cette manière en préparant la table ronde. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, le vivant tel qu'on le connaît, c'est un énorme arbre de parenté. Et à la base de cet arbre, il y a deux grandes lignées qui sont les bactéries et les archées, qui sont donc des lignées très vieilles, qui peuplaient la planète il y a 4 milliards d'années. Et ces relations de parenté, elles peuvent nous montrer à quel point il y a des choses fascinantes qui étaient réalisées par le vivant à cette époque-là. Notamment tout d'abord de prendre l'énergie là où elle était. Alors il y a l'énergie chimique, l'énergie de température qu'on peut avoir par exemple dans les souffleurs noirs au fond des monts hydrothermaux, mais il y a une énergie qui est beaucoup plus évidente, c'est celle du soleil, et la photosynthèse, elle est inventée, si je puis me permettre l'expression, par certaines bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. Et ensuite, à sa suite, après la photosynthèse, il y a eu un véritable remaniement climatique auquel on n'a même pas imagination dans notre esprit humain, dans lequel on a une petite histoire. Mais l'intégralité du dioxygène de notre atmosphère a pour origine la photosynthèse. Il y a peut-être quelques pouillèmes de pourcents qui étaient déjà présents sur notre planète, mais le vivant a remanié l'atmosphère pour mettre de l'oxygène. Et à sa suite, certaines bactéries ont été sélectionnées par l'évolution et ont été capables d'utiliser ce dioxygène pour pouvoir casser des nutriments et générer des réactions permettant de l'énergie chimique.
Et donc, ce qui est très très intéressant, c'est que là-dedans, notre lignée à laquelle on appartient, nous humains, en fait, on est des sortes de chimères de ces organismes-là. C'est-à-dire que dans chacune de nos cellules, on a des petits vestiges de bactéries qui sont capables de cette prouesse de prendre de l'oxygène et casser des nutriments. Et moi, j'ai vu un parallèle qu'on peut faire avec le monde de la science-fiction, c'est que c'est une sorte de super pouvoir conféré par des microbes. On le voit notamment dans le monde de Star Wars, dans lequel vous avez les midi-chloriens et qui permettent de contrôler la force. Bah, nous, on a ce pouvoir de pouvoir respirer. Et cette respiration cellulaire, on la doit aux microbes. La photosynthèse, toutes les plantes les doivent à des bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. Et sans ça, il n'y aurait absolument pas la possibilité d'être ce qu'on est nous. Ouais. On peut peut-être citer le nom de l'organelle, ces bactéries qu'on a. Oui, l'organelle, le fameux organelle qui permet la respiration cellulaire, on les appelle les mitochondries. Et on les voit, on va les voir apparaître sur un des diapos. Voilà. C'était juste pour faire le lien avec un des diapos qui va arriver dans quelques secondes. Mais, Et là, on voit d'autres organismes qui sont pluricellulaires ou unicellulaires, mais qui sont véritablement au même titre que nous, ce qu'on appelle des eucaryotes, c'est-à-dire des organismes dans lesquels les cellules portent un noyau. Et cette cellule-là, c'est en fait un vestige d'une sorte de magnifique phénomène dans lequel des écosystèmes ont été portés pour devenir des organismes en soi. Les bactéries, une cellule égale un organisme. Et nous, en fait, même à l'échelle cellulaire, on est déjà des écosystèmes dans lesquels le noyau est une sorte d'archée, les mitochondries des bactéries, et si on prend des plantes, elles ont aussi des chloroplastes qui leur permettent de les photosynthèse. Donc vous tout autant que moi, sommes des sortes de gigantesques amalgames d'écosystèmes, une notion qu'en science on parle d'holobionte, c'est-à-dire encore une fois holo, tout, et bionte, des organismes, pour mettre en exergue le fait que nous sommes des sortes de chimères amalgames. On a entendu parler du microbiote dans le grand public, mais alors le microbiote, c'est encore plus intriqué, c'est-à-dire que nous, en tant que sorte de construction de cellules dans lequel il y a ces vestiges d'écosystèmes, on est capable, comme une sorte d'énorme structure, d'avoir en plus des bactéries sur notre peau, dans toutes les crevasses de notre corps. On est aussi une sorte de continent à peuplade bactérienne. Génial, belle photo de famille. Alors en plus de ce mix et de cette chimère, on a vu, vous demandez peut-être pourquoi il y a une photo d'une statue de Néandertal. Alors Nicolas, peut-être qu'on peut en parler. J'ai lu que 8% de notre génome, à nous, femmes et hommes dits modernes, est constitué d'ADN viral, que des rétrovirus sont insérés dans notre lignée au cours de l'évolution. On peut imaginer que c'est semblable chez d'autres animaux. Les microbes, et pas que les virus, ont contribué à la diversité du vivant. Donc on a l'énergie, les chimères, et on peut arriver jusqu'à la diversité du vivant, ce qu'ils nous ont apporté. On peut vous écouter là-dessus, peut-être? Oui. En fait, un truc intéressant par rapport à ce que Pierre vient d'expliquer, il parlait de cette cellule eucaryote qui vient d'un mélange de bactéries qui se sont mélangées. Un, il a phagocyté l'autre et voilà, il a émergé cette cellule. Mais cette cellule, si on fait un petit voyage dans le temps et on remonte et on traverse toute l'histoire de la vie sur la Terre, c'est une histoire assez récente. Et la plus grande partie de l'histoire de la vie sur la Terre a été microbienne, unicellulaire. Et donc, pendant 3 milliards d'années à peu près, la vie unicellulaire prokaryote, ce qu'on appelle de type bactérien ou des archées, il a vécu toute seule sur la Terre, juste à l'arrivée de cette cellule eucaryote, à peu près il y a 1 milliard d'années, environ 2 milliards d'années, oui. Voilà. Mais beaucoup plus après. Donc, moi je vais rebondir sur ce concept de l'harmonie qui nous amène, en fait, qui entoure aujourd'hui les utopiales. Parce qu'en fait, la plus grande partie de l'histoire de la vie sur la Terre a été en harmonie entre toutes ces formes de vie. D'abord la vie microbienne, après quand les cellules eucaryotes sont arrivées et un peu plus tard les organismes multicellulaires tels que les plantes, les animaux et tout, ont tous évolué dans une ambiance microbienne.
Et depuis le début de toutes les espèces multicellulaires, en fait, l'interaction avec le monde microbien a été toujours là, en harmonie et en interaction. Mais si on rebondit aussi sur le concept de la science-fiction, on ne peut pas écrire une histoire où il n'y a que l'harmonie. On avait toujours besoin d'une crise, un problème, quelque chose, non? Et donc là, c'est où on peut évoquer aussi les pathogènes. En fait, les pathogènes, c'est un problème. Même si c'est une exception dans l'histoire de la vie, parce que les pathogènes représentent une toute petite partie de la diversité microbienne, ils posent énormément de problèmes. Et ils nous ont posé à notre espèce des problèmes dans le passé, parce que notre espèce, l'Homo sapiens, c'est la sortie de l'Afrique à peu près il y a entre 60 et 100 000 ans. Et quand on a sorti de l'Afrique, on s'est retrouvé avec des organismes pathogéniques qu'on ne connaissait pas. Et c'est là qu'on a aussi rencontré une autre espèce humaine qui s'appelle la Néandertal, Homo Néandertal, et une autre qui s'appelle Homo denisovans, qui était déjà en Europe, en Asie depuis très très longtemps, et qui avait déjà évolué des mécanismes pour combattre les pathogènes qui existaient hors de l'Afrique. Et quand l'Homo sapiens s'est mélangé avec le Néandertal et l'Homo denisovans, ils ont acquis des gènes des systèmes immunitaires ou des variantes des systèmes immunitaires qui étaient déjà adaptés à ce virus. Et nous, aujourd'hui, l'Homo sapiens, on garde toujours des traces de ce mélange avec les Néandertal et les denisovans, et qui sont des variantes génétiques qui nous permettent de réagir mieux à certains virus, par exemple. Est-ce que vous voulez réagir, Adrian, à tout ce qu'on a dit jusque-là? Just going back a couple of points, when we're talking about the idea of the mitochondria and the chloroplasts as relics of a very, very ancient symbiosis that kind of made our biological system what it is. One of the books, I have a book called Alien Clay, which is coming out in French, I think, fairly soon, where I've taken that idea and said, well, what if that became the basis of how evolution worked on a planet, so that even when you get onto the macro-biological world level, every organism is a conglomerate of lots of specialist organisms doing these specialist tasks for each other, and they kind of swap and change so that there's no real species, because everything is just kind of stuck together like Lego and can go off and be part of a different creature at any given time. So this is all entirely based on this idea of how we have inherited these parts of these other ancient organisms that we're absolutely reliant on. Alors, on a effectivement hérité d'un petit peu de gènes de Néandertal. Il y a aussi eu un impact des épidémies. Alors, c'est ce sur quoi vous travaillez, Nicolas, les épidémies de peste notamment. En préparant la table ronde, vous avez parlé de... Alors, bon, l'épidémie a son impact en tant que tel, bien sûr, sur les populations, mais ensuite sur les populations de survivants. Qu'est-ce que nous a apporté, malgré elle, cette épidémie? Oui, quand l'humanité se confronte à une pandémie assez forte, telle que la peste, dans le XIVe siècle, où la moitié des personnes en Europe ont été décédées à cause de la peste, en fait, ça c'est énorme. Imaginons que la moitié des personnes qui sont aujourd'hui dans cette salle mortes à cause de maladies infectieuses, c'est énorme. Ouais, mais c'était la réalité du XIVe siècle. Et donc, après une pandémie de telles caractéristiques, en fait, bien sûr que s'il y a quelqu'un dans la population qui a des variantes des gènes qui permettent de survivre à cette pandémie mieux que les autres, ce type de variantes génétiques vont pousser en fréquence dans la population. Il y a plusieurs études qui montrent que c'est le cas, en fait, qu'il y a certaines variantes de gènes qui font partie du système immunitaire qui ont augmenté en fréquence après la pandémie de peste du XIVe siècle, la peste noire. Et effectivement, ce sont des variantes qui confèrent une sorte de résistance, c'est pas absolue, mais en fait, une réaction un peu plus efficace contre la peste. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les mêmes variantes qui nous ont conféré une sorte de résistance à la peste dans le passé, aujourd'hui, ils jouent un rôle sur les maladies auto-immunitaires.
Dans d'autres façons de dire, en fait, une solution dans un certain contexte peut devenir un problème dans un autre contexte un peu plus tard. Alors, je reviens sur le nanovirus d'Adrienne. Et je me tourne vers vous tous les deux en tant que chercheurs. Alors, en gardant bien en tête la licence poétique de l'auteur et le caractère pratique de ce virus pour l'histoire, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce virus. Voilà, c'est pas pour débunker à tout prix, mais pouvoir, voilà, par rapport à la description que j'ai faite, qu'en pensez-vous? En fait, moi j'adore la science-fiction. Et je pense qu'une des beautés de la science-fiction, c'est que c'est justement en fiction. Et ce qui nous permet de faire la fiction, c'est vraiment d'imaginer l'impossible, imaginer tout ce qu'on veut. Et vraiment, c'est le terrain où on peut laisser l'espace à l'imagination de créer des choses qui, même, ça ne peut pas exister dans la réalité. Donc, moi, quand je lis un bouquin de science-fiction, ça ne m'intéresse pas tellement que ça soit forcément très, très, très rigoureux au niveau scientifique. Si l'histoire est bonne, s'il nous fait rêver, s'il nous invite à réfléchir, ou s'il nous amuse même, ça marche. En fait, l'existence de ce virus est déjà justifiée dans l'existence seulement parce qu'il nous a permis de profiter d'une histoire. Donc, ce n'est pas vraiment la biologie qui pour moi, c'est vraiment important dans ces cas. Et je peux en témoigner, c'est vrai, on suit 2000 ans d'évolution de ces araignées, et les passages sur les araignées et leur évolution sont fascinants dans ce livre. Pierre, peut-être, pour compléter. Oui, en fait, justement pour prêter un tout petit peu le rôle de scientifique qui considère cette question, je me suis demandé qu'est-ce que ce nanovirus devrait embarquer avec lui en tant qu'information génétique pour pouvoir véritablement, de manière spécifique, toucher des gènes qui permettraient d'avancer l'évolution dans une certaine direction. Et je me suis tout de suite demandé, si on prend par exemple un chimpanzé et un humain, quelles sont les différences qui existent? C'est 1,2% du génome. Et 1,2% du génome, on se dit, ça va, c'est 35 millions de paires de bases à changer. Donc 35 millions de paires de bases à changer, sachant qu'un virus, s'il doit bien faire son travail, c'est une à une. C'est au final énormément d'informations génétiques qui est comprimée dans le virus pour pouvoir ensuite, de manière spécifique, changer chacune de ces 35 millions. Après, on peut se dire, on n'est pas obligé de faire qu'un chimpanzé devient un humain. Et donc, parmi ces 35 millions, quelles seraient celles qui pourraient potentiellement intervenir dans l'augmentation de l'encéphale? C'est déjà des milliers de gènes, donc déjà des milliers de positions, donc des milliers d'informations génétiques à comprimer dans le nanovirus. Et là, on peut se demander, du coup, est-ce que le nanovirus, il a ces informations sous forme génétique, avec des atomes, ou est-ce que là, on peut invoquer et justifier le terme nano, une nouvelle technologie qui permettrait de condenser toute l'information qui lui serait nécessaire pour savoir à l'avance quels sont les endroits du génome à modifier et en plus s'adapter pour que lorsqu'il se retrouve dans un génome d'araignée, se dire ok, c'est pas le même hôte, mais c'est pas grave, je m'adapte et je vais trouver dans cette hôte-là exactement quelles sont les positions du génome à modifier pour... Donc là, je pense qu'on peut invoquer je sais pas, des espaces à la Doctor Who où on dépasse. Un virus cyborg. Je peux rajouter un petit truc que tu m'as fait réfléchir. Et, si on va jouer à comment on le fait, je pense que en fait, changer les 35 millions de paires, je ne sais pas combien tu as dit, 35 millions 35 millions de paires de bases. 35 millions de paires de bases. Tu pourrais le faire, par exemple, si tu as 35 millions de virus, que tu commences à acheter de façon organisée, tu vois, parce qu'on peut reconstruire à peu près comment l'évolution s'était passée et on peut jeter un virus à la fois pour changer. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les 35 millions de paires de bases au sein d'un virus. Mais il y a un autre problème. Parce que si l'évolution serait déterministe, qu'on va arriver toujours dans le même endroit et on va toujours reconstruire les mêmes schémas. Et les schémas qu'on a suivis, on l'a suivi dans un certain contexte et que c'est irreproducible. Donc la question que je me pose, c'est si, même si on sait exactement la séquence spécifique des changements qu'on doit faire, si on va pouvoir reproduire exactement les mêmes schémas.
Oui. Alors, malgré tout, dans le livre, la docteure Avrana Kern, qui est responsable du projet... C'est un nom de famille très proche du mien. C'est très proche du tien, attention. Elle veut se positionner au-dessus de la planète en question et observer ce qui se passe. Donc, elle n'est pas totalement sûre de ce qui va arriver. L'idée, c'est que ça se passe et elle observe. Et justement, Adrienne, je voulais vous parler de cette docteure qui, en gros, est la responsable à la fois d'un projet de terraformation et d'un projet d'évolution accélérée de singes grâce à un virus. Donc, bravo les sciences. Et on sent rapidement qu'elle est victime d'une forme d'hubris, qu'elle est vraiment, et elle devient même, elle devient folle assez rapidement dans le livre. Et donc, en termes éthiques, je voulais savoir ce que vous pensiez de votre concept d'accélérer l'évolution d'une espèce de cette manière. I think it's fairly clear from the start of the book that Dr. Kern, who's responsible for all of this, is kind of a terrible person. And yes, she absolutely, although she has sold this idea to various people as well, we will create this sort of species which will do things for us on these terraformed worlds, which is in itself a really problematic thing. She's doing it because she wants to play God. She does not really care about being useful to anyone else. She absolutely wants to see, can I make a new intelligent species in my own image? And of course, I think if the bad things that happened to her hadn't happened to her and the monkeys had been delivered on time and it had all happened, it would have been a very different, very dystopian book about monkey slavery, I guess. And it's only the fact that it does go, from her perspective, so dreadfully wrong, and the virus just gets unleashed on the world without its intended target species, that leads to, I guess what I would at least say, of the happy accident of giant intelligent spiders. Alors, je vais faire une petite figure sans filet. On parle d'une scientifique à l'hubris démesurée, et juste après, je vous parle de CRISPR-Cas9, bien que, je pense qu'une partie du public se pose réellement ces questions-là. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de CRISPR-Cas9, qui est un outil qui permet aux scientifiques d'effectuer des modifications précises du génome. Cette découverte a valu d'ailleurs le prix Nobel récemment, entre autres à la française Emmanuelle Charpentier en 2020. Donc, parmi les choses que nous ont apporté les microbes, on a parlé de l'énergie, de la diversité, des chimères, et beaucoup plus récemment dans l'histoire, ils nous ont apporté des choses aux biologistes dans les laboratoires. Est-ce que vous vouliez répondre l'un ou l'autre? En fait, ce qui est fascinant, c'est que cette découverte du système CRISPR-Cas9, c'est typiquement une découverte, et là je prêche pour ma paroisse, de recherche fondamentale, c'est-à-dire c'est une découverte dans laquelle on s'intéresse à de la science basique, et notamment ça s'intéresse aux parasites, donc moi ça me plaît énormément. En l'occurrence, ici, cette découverte elle a été faite en étudiant des relations entre des bactéries et des bactériophages, et je suis vraiment désolé, j'avais ma peluche bactériophage mais que j'ai laissée dans la salle presse, malheureusement j'aurais pu vous la sortir et vous montrer à quel point c'est mignon. À la dédicace. Voilà, on sera un peu dommage. Mais donc les bactériophages, ce sont des bactéries des virus qui, comme leur nom l'indique, et d'ailleurs Adrienne en parlait un tout petit peu plus tôt, sont des virus qui s'attaquent spécifiquement aux bactéries, j'y arriverai vraiment beaucoup de mal. Donc ces virus qui s'attaquent spécifiquement aux bactéries, il faut s'imaginer que c'est une sorte de bagarre qui existe dans l'évolution depuis des milliards d'années, et au cours duquel nous on voit à l'heure actuelle des vestiges, pas des vestiges, mais en tout cas des survivants de milliards d'années dans lesquels on a eu une course à l'armement entre bactéries et virus. Et parmi les bactéries survivantes à l'heure actuelle, vous avez énormément de bactéries qui ont hérité de systèmes de défense contre les virus. Ces virus, eux, leur mode de fonctionnement, il est très simple. Ils veulent faire rentrer le matériel génétique à l'intérieur des bactéries pour que ce matériel génétique se duplique et permette de produire de nouveaux virus. Les bactéries en défense, elles vont, pour la plupart, avoir comme mécanisme de couper le matériel génétique des virus. Et ça, la découverte en fait des mécanismes bactériens pour se défendre, donc d'une certaine manière ce qu'on peut appeler l'immunité bactérienne contre les virus,
les humains qui ont découvert ça ont découvert un mécanisme incroyable pour pouvoir utiliser d'un côté pour les virus de quoi copier le matériel génétique à foison, et du côté des bactéries comment couper, coller à d'autres endroits. Donc en fait on a reconstitué une sorte de traitement de texte, genre Word, Excel, etc. On fait CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, etc. en utilisant du matériel issu de l'évolution entre une baston de bactéries et de virus. Et ça, c'est assez incroyable comment on peut, nous, humains, utiliser toute une batterie d'outils à notre disposition qui est disponible dans le vivant. Nicolas ou Adrien? Oui, en fait, tout à fait. En fait, c'est une découverte assez impressionnante parce que à partir de la compréhension de ce système de défense bactérien contre les virus, on a développé un outil hyper puissant qu'on peut utiliser de façon technologique aujourd'hui. Mais ce que c'est aussi intéressant, c'est ce système. En fait, on peut penser, OK, quelle chance de trouver ce système de défense spectaculaire. Mais depuis la découverte de CRISPR-9, comment on dit en français, CRISPR-Cas9. Ouais, en très français. Oui. Bon, depuis la découverte de ce système, maintenant on est en train de découvrir une diversité de systèmes de défense gigantesque. Chaque mois, il y a un nouvel système qui est découvert. Tout le temps, il sort dans les meilleurs journaux, les meilleures revues scientifiques, des nouveaux systèmes découverts. Donc vraiment, on est dans une révolution, une vraie révolution sur la découverte de tous les systèmes de défense des bactéries contre les virus. Et ce n'est pas que dans les systèmes de défense qu'on peut trouver des choses intéressantes et utiles pour l'humanité. On a, en fait, depuis tout le XXe siècle, on est en train d'utiliser des outils, en fait, des gènes ou des protéines qui ont évolué chez les microbes pour énormément de choses différentes qu'on utilise pour tout type de choses. Je peux mentionner par exemple la PCR qu'on connaît tous depuis la Covid parce qu'on l'utilise pour tester la présence d'une séquence génétique. C'est grâce à une protéine isolée d'une bactérie qui était extrémophile, qui peut survivre dans la chaleur. Après, il y a tellement d'exemples. Les bioplastiques, par exemple, aussi, c'est une protéine bactérienne. Il y a énormément de choses qu'on a trouvées chez les microbes et qu'on utilise aujourd'hui pour des solutions technologiques de tout type. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que, comme on disait avant, en fait, les microbes ont évolué depuis 4 milliards d'années sur la Terre, alors que les organismes multicellulaires, peut-être 600 millions d'années. Donc, ils ont déjà eu énormément de temps pour inventer une diversité de choses qu'on est seulement en train de comment on dit, scratch the surface. On gratte la surface. Ouais. Oui, gratter la surface, oui, voilà. Merci. Alors, juste avant de donner la parole au public, j'avais juste une petite question à vous trois en même temps, parce que j'aime beaucoup faire dialoguer, et ici, c'est ce qu'on fait aux Utopiales, chercheurs, scientifiques et auteurs. Donc, à la lumière de tout ce qu'on a discuté, je ne sais pas si ça vous a donné une idée, à vous, Adrien, d'un processus ou d'un organisme sur lequel vous aimeriez écrire, ou à l'inverse, vous, en tant que scientifique, est-ce que vous êtes toujours dit, tiens, ça, tel aspect de ma recherche ferait une bonne histoire? Donc, je vous laisse un peu libres les uns et les autres. Sure. I mean, what's occurred to me during this talk is thinking about the idea, you need to encounter diseases and conditions in order to develop defenses against them. But at the same time, we have this process whereby we can insert defenses into us. If you, for example, were preceded by a cloud of bacteria tailored to your own genome, that felt out the environment you were about to go into and then basically came back with a list of all the problems that it was going to cause you, that it could then edit immunities and resistances into you before you then went there yourself. Nicolas? Can you repeat the last part of the last bit of the question? So you have your little personal bacterial cloud
that goes ahead and suffers whatever it is that the environment would do to you. And then it comes back, and because it's had that experience, it can then give you a little genetic suite of sort of boosters and resistance and immunities and whatever it is that you would need to walk through that environment unscathed. I see. Yeah, I mean, if I understand well, pardon, si je comprends bien ta question, c'est pas facile parce que moi je parle espagnol, donc dans ma tête c'est 3 langues. Mais on peut envisager par exemple d'envoyer des bactéries dans une autre planète, les laisser évoluer des systèmes de défense ou des systèmes en fait, de technologie, si tu veux, pour survivre dans les conditions de cette planète, puis les étudier, prendre des idées, et après modifier les êtres, je ne sais pas, multicellulaires, l'humain, n'importe quelle espèce, façon d'acquérir les solutions déjà acquises par les microbes dans cette planète. Donc, ça pourrait être envisageable comme solution, en fait, de laisser les microbes inventer parce qu'ils sont beaucoup mieux à inventer des choses que nous. Et puis, une fois qu'ils ont inventé une solution, on prend des solutions et on les réadapte à nous-mêmes. Pierre, pour... Moi, ce que ça m'évoque, c'est déjà en réponse à ce qui vient d'être dit, c'est malheureusement le pessimiste qui est en moi qui voit nécessairement qu'il y a, à chaque fois qu'il y a une évolution qui nous confère un avantage, et Nicolas l'a dit un tout petit peu plus tôt, il y a un coût à payer. Le fait que, par exemple, dans la population mondiale, il y a autant de prévalence de la drépanocytose, c'est en réponse de l'aspect positif qu'il peut avoir de ce variant génétique pour résister à la malaria. Pareil pour, malheureusement, la mucoviscidose qui confère une possibilité de résister mieux à je crois que c'est la tuberculose, tout simplement. Donc, malheureusement, même si on envoyait des bactéries pour pouvoir affronter tous les vices, etc., je pense qu'il faudrait aussi faire le deuil de la possibilité de résister à toute situation problématique, parce qu'il y aura nécessairement une pour laquelle on ne peut pas être à la fois capable de résister au feu, au froid. C'est trop compliqué. Après, la notion de coût à payer est très connue, je pense, en science-fiction, en fantasy, et apporte peut-être une narration intéressante. Alors, je me tourne vers le public maintenant, parce que j'ai ma question un petit peu débordée. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec un micro qui pourrait passer le micro pour une question. Merci. Bonjour. Peut-être une question plus scientifique, même si ce n'est pas d'un niveau méga élevé, mais j'ai cru lire que ce n'était pas forcément une idée vraiment ouf d'utiliser, si on suit toutes les publicités, les produits de type tue 99,9% des germes, des microbes, tous les produits comme ça pour désinfecter, que ce soit les surfaces ou même les lessives, les trucs à mettre dans la machine, parce que ça pouvait tuer des microbes qui ne sont pas forcément si pathogènes que ça, et pour potentiellement laisser la place à des pathogènes plus dangereux ou plus... Alors, est-ce que c'est un peu fantasmé le fait qu'il ne faille pas utiliser ces produits? Moi, je les utilise pas, et que tout simplement, voilà, du savon et du vinaigre, ça va bien, ou voilà. Quelle est votre opinion sur ces publicités plus ou moins inutiles ou mensongères? Moi, ça m'évoque en fait le sujet que je voulais aborder à propos de quel est le sujet de science-fiction qui n'est pas assez, à mon goût, promu à l'heure actuelle. Et c'est comment on peut, d'un point de vue narratif, donner la parole à un écosystème. Parce que vous avez tout à fait raison, en fait, quand on tue 99,9% de bactéries, on ne fait pas dans le spécifique, on s'en fout, on fait table rase, c'est pratique. Et c'est peut-être trop par rapport à ce qu'il faudrait faire comme ajustement pour véritablement se débarrasser uniquement de bactéries pathogènes sans démolir l'intégralité d'un écosystème dont on veut garder les bénéfices. Et je pense que la science-fiction, ce serait bien que ça s'empare de ce sujet d'écosystème, d'holobionte, pour essayer de faire comprendre qu'on a un peu une vue étriquée de l'ennemi,
qui est, enfin, quand on dit voilà, l'ennemi c'est le microbe, bah, vous l'avez vu, en fait les microbes c'est énormément de choses très différentes et peut-être que nos solutions sont un petit peu trop radicales par rapport à ce qui serait bénéfique. Oui. Après, lavez-vous les mains. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, moi je suis pas sûr que tous les produits qui normalement tuent 99,999% des microbes le font vraiment. Et je ne sais pas s'il y a vraiment des études qui l'ont fait de façon réelle. Enfin, et c'est aussi un peu lié à une limitation des technologies, en fait, parce que les technologies qu'on utilise aujourd'hui pour étudier la diversité microbienne, que c'est grâce au séquençage ADN, c'est une technologie qui existe depuis 2008, à peu près, 2009. Donc, il y a toute une partie de la diversité microbienne qu'on ne connaissait pas avant et qu'on commence à comprendre aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si en utilisant ce type de technologie, quelqu'un a vraiment testé si on passe les produits sur un certain écosystème microbien, combien de cellules vont être mortes. Et c'est sûr et certain aussi, ce n'est pas la même chose les microbes qui peuvent habiter sur les surfaces de la cuisine que dans les sols, par exemple, ou dans l'environnement. Donc, mais je fais seulement un petit truc, un petit rajout. Je pense que l'hygiène, en fait, telle que la connaît aujourd'hui, en fait, et la notion de nettoyer les surfaces et maintenir un certain niveau d'hygiène, c'est quand même important. Il a changé, il a façonné, en fait, pendant le XXe siècle, en fait, l'impact des maladies infectieuses dans le monde. Donc, c'est pas les produits qui tuent 99% qui va nous sauver, mais quand même l'hygiène, les notions d'hygiène a été assez importantes. Une autre question, peut-être? Au fond, je ne sais pas qui a un micro. Ah, merci. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, on peut parler de l'intérêt littéraire des virus. Et M. Tchaïkovski a dit que c'était un peu un MacGuffin, en fait, le virus. Et moi, je me posais la question par rapport aux protéines. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une représentation de protéines et je me suis dit, mais c'est assez dingue. Et, en fait, je me demande si pour vous, il y a un intérêt déjà scientifique ou même littéraire à parler de protéines. Voilà. Tu veux que je commence? Et en fait, un truc qui, en fait, une façon de savoir que toute la vie vient d'un ancêtre commun, c'est le fait qu'on utilise à peu près, toutes les formes de vie utilisent à peu près les mêmes types de mécanismes. Ces mécanismes sont basés sur un matériel génétique, qui c'est en fait un ADN ou ARN, qui contient des informations pour produire des protéines. Donc les protéines sont des produits, en fait, c'est comme, tu peux penser à l'ADN comme un livre de recettes. Le livre de recettes, il ne sert à rien par lui-même. C'est l'information qu'il contient et les recettes qu'on peut préparer avec ce livre qui est intéressant. Donc les protéines sont les recettes. Et la diversité des choses qu'on peut faire avec l'information génétique, c'est énorme. En fait, une diversité de protéines gigantesque. Mais ça reste quand même toujours dépendant de où est-ce qu'on garde l'information pour produire une protéine. Pour l'instant, on n'a jamais découvert des protéines qui peuvent se produire sans un intermédiaire d'un ADN ou ARN. Oui, la seule molécule qui véritablement est capable d'émuler un peu le fantastique panel de ce que produisent les différentes protéines, c'est l'ARN. L'ARN, c'est une molécule qui est capable de à la fois contenir une information génétique, mais aussi de réaliser des réactions chimiques, de ce qu'on appelle catalyser des réactions chimiques. Et d'ailleurs, dans n'importe quelle de vos cellules, la structure qui permet justement de générer des protéines sont les ribosomes. Et ces ribosomes sont à moitié des protéines et à moitié de l'ARN. Donc c'est vraiment cet amalgame protéines-ARN qui fait que vos cellules sont capables de faire de nouvelles protéines. Mais pourquoi pas
De l'impression 3D. Ouais, voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est de l'impression 3D, de faire toute une fiction autour des protéines. Ça peut être intéressant. Il y a aussi des protéines qui sont capables, lorsqu'elles sont autour d'autres protéines, de donner une conformation mutante. On les appelle les prions et qui sont très très néfastes, notamment pour les cellules neurales. Merci. Merci. Notre question. Oui, devant. Bonjour. Cette question va surtout s'adresser à M. Tchaïkovski, je pense. J'ai beaucoup aimé la petite conversation sur la véracité scientifique des histoires de vos virus. Je me demandais quel est le procédé scénaristique. Est-ce que, parce que vous avez l'air quand même très renseigné sur la manière dont les virus fonctionnent, est-ce que vous allez chercher un sujet dont vous avez envie de parler dans vos livres, une thématique, et vous faites vos recherches ensuite pour essayer d'y apporter de la véracité, ou c'est via vos recherches sur les virus, sur la manière dont ça fonctionne, qui vous amène à imaginer des futurs possibles ou des applications possibles? It's usually a bit of both. So I read a certain amount of scientific literature, and there will usually be a key idea that comes out of that. And then it's a matter of working out the extent of all the stuff I don't actually know, because we tend to work a lot on assumptions when we have a shallow grounding in a topic. And so once I've got that basic idea, I say, well, what if this did that? I will then have to track down people who do actually know the subject and ideally get them to explain to me why that wouldn't actually work. And then we will have a period of negotiation where we'll say, well, would it work if I could do this? And we eventually find this very, very narrow middle ground where the science fiction nonsense that I want to do just kind of works with the scientific reality that they are informed about. Et j'ai oublié de préciser que vous avez des études en zoologie aussi, qui vous ont donné une base scientifique. A little. Peut-être une dernière question. Je vois pas très bien. Manifestez-vous si vous avez une dernière question. Allez-y, on peur. s'ennuie sinon. Ou si vous-même vous avez... Ah oui, hop, derrière. Merci. Bonjour, merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de la possibilité d'envoyer des bactéries pour évoluer en avance de l'avancée humaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit problème temporel dans le temps d'évolution, dans un scénario de ce type-là? L'évolution, en fait, d'un comportement de protection, de choses comme ça, combien de temps ça prend? Pour évoluer, quel type de caractéristiques tu penses? Tout à l'heure, on parlait d'envoyer des bactéries en avance pour essayer d'anticiper finalement sur les problèmes qu'on va rencontrer en allant dans un nouveau milieu. L'avantage, c'est que les générations sont plus rapides, j'imagine, avec des bactéries qu'avec des humains. Oui, de manière générale, les bactéries se développent plus rapidement que les humains. Par exemple, les bactéries qui sont dans la bactérie star de tous les laboratoires, Escherichia coli, en 30 minutes, elles se divisent. Donc on a des temps de génération beaucoup plus courts, mais avec un matériel génétique qui permet largement moins de variations et de bricolage évolutif utile, on va dire. Si on prend les levures, on est à peu près dans... Levure, c'est un champignon microscopique. On est plutôt... ça va aussi assez rapidement. Un génome qui est un peu plus conséquent, mais pour autant, avec moins de bricolage possible. Si c'est juste résister à un pathogène, ça se fait très très rapidement chez les bactéries. Parce qu'il y a une telle population que parmi tous les variants possibles, il va y avoir une pression de sélection énorme sur ces populations bactériennes pour rebondir. Si on parle de caractéristiques un peu plus complexes, il faudrait justement voir au cas par cas. Oui, tout à fait. Donc, Adrienne voulait réagir. Yeah, to
to link this with the generation chip panel from this morning, we can probably send microbes to another world much more rapidly than we could send ourselves because we can accelerate them much more swiftly. So we could pop them over there while we were still going along at much slower speeds, and by the time we get there, they could have ready for us this enormous suite of adaptations that we could then edit into our own genome. So I think actually the timing works out probably rather well. Dans le monde de la fiction, tout à fait. On va en rester là peut-être et ça inspirera peut-être certains d'entre vous. Voilà, je précise avant qu'on se quitte, Adriane, vous avez publié, alors pour les versions françaises, Sur la route d'Aldébaran et Le dernier des aînés au Bélial, des novellas. Votre série dont on a parlé dans La toile du temps et sa suite dans Les profondeurs du temps chez De Noël, ainsi que Chien de guerre chez le même éditeur. On vous retrouve demain dans la table ronde sur la culture de Ian Banks et en dédicace demain à 18h30 à la librairie. Pierre, parmi les livres, donc Moi Parasite aux éditions Belin, Retour vers le Paléo chez Flammarion, Nature secrète chez Duno et L'Odyssée évolutive, un roman graphique chez Delcourt. On vous retrouve dans Le chaos caché de l'harmonie en sciences demain et la table ronde des liens curieux et aussi en dédicace demain à 14h30. Alors Nicolas, pas de dédicace voilà, pas d'autres tables rondes à partir de maintenant, mais on peut retrouver la page de votre équipe si on veut en savoir plus donc sur le site de l'Institut Pasteur, Paléogénomique microbienne. Et puis vous avez déjà fait des événements comme Pint of Science, donc on pourra peut-être vous recroiser dans des événements de vulgarisation de ce genre. Je vous remercie tous les trois et je vous remercie à vous le public d'avoir été présent.